Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Christophe Vial. Je suis également enseignant à Polytech Clermont. Oui, vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Je suis enseignant à Polytech Clermont-Ferrand et je suis aussi directeur adjoint de l'Institut Pascal, qui est un laboratoire de recherche que je vais vous présenter un petit peu plus loin. Donc, je vais parler d'hydrogène, alors un peu d'électromobilité, mais je vais commencer par quelques généralités quand même sur l'hydrogène, hein. Que vous connaissez peut-être ou pas. L'hydrogène, quand on dit hydrogène pour un chimiste, c'est un élément en fait, hein, c'est le plus petit atome qui existe dans la classification existante. C'est aussi le plus abondant de l'univers. Malheureusement, on en a très peu sur Terre, que ce soit dans la croûte terrestre, que ce soit dans l'air. Et en fait, alors bien sûr, on va en trouver dans les hydrocarbures, on va en trouver même dans les organismes vivants. Mais principalement, sur Terre, la source qu'on trouve, c'est l'eau. Malheureusement, dans l'eau, vous avez la molécule, elle est liée à un atome d'oxygène extrêmement fortement, ce qui veut dire qu'en fait, il n'est pas facilement récupéré. Sachant que quand je vais parler d'hydrogène, la forme qui va nous intéresser, c'est une autre forme stable, c'est la forme H2, c'est-à-dire que c'est une forme d'hydrogène, mais par abus, on dit hydrogène parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté, et c'est cette molécule qui va nous intéresser du point de vue énergétique. Alors, pourquoi elle est intéressante, cette molécule d'hydrogène? C'est parce que l'hydrogène, d'abord, c'est un bon combustible. Alors, la valeur classique que vous allez trouver, c'est 140 mégajoules, 120 mégajoules par kilo. Si vous ne condensez pas l'eau et si vous condensez l'eau pour récupérer la chaleur de condensation, vous allez monter à 140 mégajoules par kilo. Alors, la première idée qu'on peut se dire, c'est qu'est-ce que ça représente, je veux dire, 120 mégajoules par kilo? En gros, si vous mettez 1 kilo d'essence dans votre véhicule, vous mettez à peu près 40 mégajoules. Alors, on peut se dire, c'est 3 fois plus, c'est excellent. Comme l'a montré tout à l'heure mon collègue Rally El-Kamlichi, ce n'est pas si simple parce que quand vous remplissez votre réservoir, ce n'est pas des kilos que vous mettez, mais vous remplissez un volume et vous mettez des litres. Et on va voir que là, ça va un petit peu moins bien se passer. Alors, par contre, c'est quand même un bon combustible qu'on peut utiliser classiquement en le faisant brûler dans un moteur thermique, c'est-à-dire un moteur similaire à votre moteur à essence. Et si vous faites brûler de l'hydrogène en présence d'air et donc d'oxygène, vous allez faire de l'eau. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant parce que, en fait, vous avez une combustion qui se fait sans génération de gaz à effet de serre. Alors, l'objectif, ça va être quoi d'utiliser l'hydrogène? Ça va être de décarboner ou décarboniser, comme on dit, à la fois l'industrie, mais à la fois la mobilité. Mais il se trouve que pour la mobilité, il y a une solution un petit peu alternative, hein, qui est qu'en fait, avec l'hydrogène, on peut également faire de l'électricité par un procédé un petit peu particulier qu'on appelle la pile à combustible. Dans ce cas-là, en fait, on a une dualité qu'on n'a pas forcément aussi facilement avec des combustibles classiques. Alors, la difficulté, comme je vous l'ai dit, c'est que H2 n'étant pas présent sur Terre, il va falloir le produire. Et c'est pour ça qu'on va parler de production. Et H2, on peut le considérer comme un vecteur. Alors, vecteur énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut se transporter et se stocker facilement. Alors, H2, c'est à la fois un vecteur énergétique et un combustible, ce qui n'est pas le cas de tous les vecteurs énergétiques, hein, puisque si vous prenez par exemple de l'eau chaude, de la vapeur, de l'air chaud ou de l'air froid pour la climatisation, ce sont des vecteurs énergétiques, mais qui ne sont pas des combustibles. Bon, H2, ce n'est pas nouveau, hein, c'est un petit peu comme l'aspect électrique présenté tout à l'heure, hein, il a été découvert au XVIIIe siècle, c'est Lavoisier qui lui a donné son nom par ailleurs, hein, même si ce n'est pas lui qui l'a découvert. La grosse difficulté, c'est que l'hydrogène, actuellement, on utilise peu, et surtout, il vient quasi exclusivement des hydrocarbures. Alors, je ne vais pas commenter tous les chiffres que j'ai mis là, mais il faut savoir qu'il y en a un, que ce soit en France ou dans le monde, plus de 95% qui dérivent d'hydrocarbures, que ce soit du charbon, des dérivés pétroliers, ou principalement celui qui est vendu, en fait, il vient du gaz naturel, par un procédé qu'on appelle vaporéformage ou réformage à la vapeur. Alors, et le peu qui est, entre guillemets, potentiellement vert, puisqu'on va distinguer l'hydrogène gris, l'hydrocarbure et l'hydrogène vert, en fait, on n'est même pas sûr, puisqu'il est produit par électrolyse, par un procédé électrique, et là, ça dépend de votre mix énergétique au niveau électrique. Donc, si vous faites de l'électricité à base de charbon, il est aussi gris que s'il était produit à partir de gaz naturel. Alors, est-ce qu'il y a des voies vertes de production? Oui, je vais vous en parler de quelques-unes. Alors là, je vais me baser sur un peu ce que donne l'Institut français du pétrole. Ce n'est pas ce que je vais vous présenter un peu plus tard, qui est notre recherche au sein du laboratoire. Mais la première idée, c'est de dire, pour avoir de l'hydrogène vert, il suffit d'avoir
du gaz naturel, mais d'origine verte. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle du biométhane. Et du biométhane, c'est quoi? Ben, vous faites de la méthanisation à partir de déchets agricoles. Vous épurez le biogaz, parce que le biogaz contient du CO2, et vous appliquez exactement le même procédé de réformage à la vapeur. Alors, le problème qu'il y a là, c'est que ça génère beaucoup de CO2. Et si vous voulez être totalement vert, il faut des procédés de séquestration et stockage, CCS en anglais. Il faut des procédés qui sont coûteux, qui sont pour l'instant un peu en stand-by. Donc cette voie-là, on va peut-être l'oublier pour l'instant. Un autre aspect, c'est de partir de biomasse. Alors historiquement, on sait faire, hein, comme on faisait avec du charbon, on sait faire du H2 par gazéification, on essaye de faire la même chose avec de la biomasse. Alors biomasse, c'est quoi? C'est du bois, des déchets agricoles, des déchets pas trop humides hein, quand même pour faire de la gazéification. Hein. Le problème, c'est qu'on retombe sur la même problématique avec l'eau. Dans la biomasse, il y a quelque chose qui a très peu dans les hydrocarbures fossiles, c'est l'oxygène. Et cet oxygène pose plein de problèmes. Alors la voie qui est actuellement à la mode, qui est privilégiée dans tous les projets, c'est de dire on a de l'électricité décarbonée. Alors décarbonée, c'est quoi? C'est principalement, actuellement, hein, dans la pensée, je veux dire, de nos politiques, c'est du solaire et de l'éolien. Donc cette électricité, il y a des moments où, en fait, comme vous savez, la difficulté, c'est la stocker. On vous a parlé de batterie avant, ben oui, que ce n'est pas si simple. Et une possibilité, c'est de dire, ben, je vais la stocker sous forme chimique et donc sous forme de H2 par un procédé qui est connu depuis aussi assez longtemps, qui est l'électrolyse. C'est-à-dire que pour casser la molécule d'eau, il faut injecter de l'énergie. Et on revient sur le principe de vecteur, hein, c'est-à-dire que H2, en fait, c'est un moyen de stocker finalement de l'énergie électrique via un procédé d'électrolyse. Et une fois qu'on a ce H2, l'avantage, c'est qu'avec un stockage chimique, on peut utiliser le H2 à peu près pour les mêmes choses que le gaz naturel, avec en plus quand même l'avantage de pouvoir faire de la pile à combustible et aussi de l'électromobilité. Alors la pile à combustible, elle pourrait servir à tout, hein, mais en fait, l'électromobilité semble un débouché quand même un petit peu plus favorable que les autres. Alors, attention, hydrogène, je veux quand même revenir là-dessus, ça ne veut pas dire qu'électromobilité. La première idée pour faire de la mobilité hydrogène, la première idée qu'on a eue, qui est quand même un petit peu à l'abandon actuellement, c'est de dire en gros, lorsqu'on fait de la gazification de la biomasse, donc quelque chose qui est vert, on fait d'un mélange COH2. Donc on a déjà de l'hydrogène, mais en fait on a un procédé qui s'appelle le Fischer-Tropsch, un procédé qui est connu depuis les années 1920, qui a été développé en Allemagne, qui permet de recréer du diesel. Le problème, c'est que ce Fischer-Tropsch, quand on fait de la gazification de la biomasse, il vous donne un rapport COH2 qui est de l'ordre de 1, et vous avez besoin plutôt de passer sur un rapport 2, ce qui veut dire qu'il y a besoin d'un apport extérieur d'hydrogène. Donc ça veut dire qu'en fait, vous pouvez ramener de l'hydrogène et refaire du diesel, mais ça ne résout pas les problèmes actuels de la pollution, notamment dans les villes. Le problème, c'est qu'on va garder les mêmes moteurs. Alors bien sûr, actuellement, c'est les plus compétitifs, comme vous l'a déjà dit mon collègue, mais en fait, on ne résout pas les problèmes de particules, les problèmes de NOx et les problèmes de CO2, même si on peut avoir une chaîne qui est globalement décarbonée. Le problème, c'est que le CO2 va être produit là où il va y avoir une concentration de véhicules. En plus, c'est plus coûteux, bien sûr, ce diesel synthétique est beaucoup plus coûteux. Donc, c'est une idée qui est plutôt pour l'instant à l'arrêt. Une autre idée, c'est de dire on va utiliser l'hydrogène directement dans un moteur, en conservant cette fois-ci non plus le moteur diesel, mais le moteur essence. Alors, bien sûr, là, cette fois-ci, on a un avantage, c'est que localement, les véhicules ne produisent plus que de la vapeur d'eau. Malheureusement, on est quand même obligé de mettre de l'air et bon, on en a beaucoup entendu parler au moment du scandale Volkswagen, et c'est que quand on fait brûler de l'air, il y a l'oxygène, mais il y a aussi l'azote, et ça génère quand même pas mal d'oxyde d'azote, ces fameux NOx, qui sont, je veux dire, assez polluants. Alors, je mets faible autonomie, c'est un peu ambigu, parce que c'est bonne par rapport à la batterie, mais bien moins bonne, bien sûr, que par rapport à un véhicule diesel. Donc, on se retrouve avec des inconvénients qui sont à peu près similaires au moteur à essence. C'est-à-dire que le moteur à essence, on vous dit qu'il a un rendement autour de 35% en moyenne, mais en fait, quand vous êtes en ville, avec les arrêts, les feux et autres, vous êtes plutôt à des rendements de 15%. Donc, en fait, on a un rendement qui est beaucoup plus faible qu'un moteur électrique. Alors, l'idée, c'est de passer à la pile à combustible, sachant que la pile à combustible, c'est de l'électromobilité, puisqu'on va utiliser l'hydrogène avec un système qui va nous alimenter un moteur électrique qui peut être finalement le même que dans une voiture électrique. L'avantage, c'est que la pile à combustible a un assez bon rendement, et comme on va le voir, elle donne une bonne autonomie, alors meilleure que la batterie, une bonne puissance, mais elle a une difficulté, c'est que
il faut un réservoir donc, qui va stocker l'hydrogène, et ça, c'est pas si simple. Et cette pile à combustible, elle coûte cher. Quelques généralités sur la pile à combustible. C'est pareil, la pile à combustible est connue depuis le 19e siècle. Il existe des multiples technologies. Je ne vais pas les décrire, je ne suis pas spécialiste non plus du sujet, sachant que la plus classique, hein, c'est la basse température, ce qu'on appelle la pile à combustible alcaline. Elle a un bon rendement. Alors, pareil, hein, en conditions d'utilisation, c'est quand même plus 50% que 70%, mais malgré tout, elle a un rendement assez intéressant et suivant la technologie, elle balaye une très large gamme de puissance. C'est-à-dire qu'on peut envisager, et ça existe déjà, hein, Alstom a développé un train à l'hydrogène, donc on peut envisager de très grandes puissances, sachant que c'est commercialisé. Alors, commercialisé, la question c'est à quel prix. Ben, vous avez deux véhicules actuellement qui existent dans le monde, dont une Toyota qui est commercialisée, hein, la Mirai, alors qui a une bonne autonomie affichée, qui a une vitesse de pointe correcte. Le problème, c'est quand on arrive au niveau du prix. Alors, quand on arrive au niveau du prix, bon, ben, vous pouvez aller sur le site de Toyota, hein, vous pouvez éventuellement, sachant que bien sûr c'est un prix de base. Je l'ai vérifié il y a 2-3 jours, j'avais plutôt 75 000 € en tête, mais ça a un peu augmenté. Alors, c'est quelque chose qui fonctionne, mais qui reste extrêmement coûteux, alors pour plein de raisons. Pour des raisons techniques, il faut un catalyseur. En général, ce catalyseur, il va être à base de platine. Alors, le platine, ça a un avantage par rapport, par exemple, au lithium ou autres, c'est que c'est quand même assez bien recyclable, mais par contre, c'est extrêmement cher. Alors, si je compare les batteries et l'hydrogène, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Alors, je n'ai pas la même présentation que tout à l'heure, mais on va retrouver un peu les mêmes valeurs, hein. Sur les batteries, vous allez vite plafonner en termes d'énergie à une centaine de wattheures par kilo, alors que sur la pile à combustible, comme vous pouvez le voir là, vous allez pouvoir monter quasiment un facteur 10 au-dessus. Vous remarquerez qu'on est quand même au-dessous du moteur thermique, et que par contre, les batteries, elles, sont meilleures au niveau puissance, c'est-à-dire au niveau accélération. Si je traçais les isovitesses, ça serait plutôt des diagonales. On va retrouver un peu ce qu'on voit au travers de ce que je vous ai montré avant, hein, c'est-à-dire que la pile à combustible donne une meilleure autonomie, mais moins de pointes de vitesse en général. Alors, moins de pointes de vitesse, quand on peut déjà rouler à 175 km/h dans un pays où c'est limité à 130, ça ne pose pas forcément de problème. Mais un des gros avantages aussi de l'hydrogène, c'est qu'il va permettre de faire du transport lourd, et là j'entends des camions, des très gros camions, voire des trains. Bien sûr, il y a quand même une difficulté qu'on n'a pas dans le domaine de la batterie, alors qu'on a déjà avec le combustible, mais qui est quand même exacerbée. La courbe que je vous mets là, c'est en fonction de la concentration d'hydrogène et de l'air, c'est la courbe d'explosivité. Alors, on pourrait trouver la même en inflammabilité, je ne l'ai pas mis, mais ce qui est important, c'est la largeur de la gamme, c'est-à-dire qu'en fait, l'hydrogène, c'est quand même un gaz assez dangereux. Alors, je vais modérer ça quand même par le fait, que je peux dire qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'accidents jusqu'à présent dans les pays qui utilisent de l'hydrogène, l'Islande ou autre, mais on a peut-être, certains d'entre vous en tête, la catastrophe du Zeppelin, Hindenburg, qui avait pris feu, je veux dire, avant la Seconde Guerre mondiale, et qui, je veux dire, était rempli d'hydrogène. Donc, l'inconvénient, c'est que l'hydrogène, ça amène un produit qui est inflammable, explosif, même si on a un avantage, c'est qu'on peut le remplir très très vite. C'est-à-dire que là, on a une recharge extrêmement rapide. Autre problème, je vous ai dit, c'est mieux que la batterie en termes d'autonomie, sous réserve d'avoir un réservoir sous pression. Alors, classiquement, l'hydrogène, on le met à 700 bars, mais sous les véhicules, c'est souvent des stockages plus bas. Mais ça, c'est le problème de tous les gaz, hein. C'est le problème aussi du véhicule GNV, c'est-à-dire que si vous êtes à pression atmosphérique, ben, en fait, vous avez un volume qui est quasiment rempli de pas grand-chose. Et donc, malgré tout, si vous voyez hein, les chiffres, même en étant à haute pression, vous voyez qu'il faut être quand même beaucoup plus comprimé par rapport au gaz pour l'hydrogène et que de toute façon, on ne peut pas atteindre les niveaux d'autonomie parce qu'en gros, la quantité d'énergie par litre, c'est la distance que vous allez parcourir. On ne pourra jamais avoir la même autonomie qu'un véhicule diesel ou qu'un véhicule essence qui est déjà un peu moins autonome que le diesel parce qu'il y a un peu moins d'énergie. Alors, bien sûr, ça veut dire qu'il faut avoir sous pression problème de prix, de résistance matériaux. Alors, à comparer au prix de la batterie, il y a le prix de la pile à combustible. Ça, c'est clair que ça coûte plus cher un véhicule hydrogène qu'un véhicule à batterie. Bon, sachant que la pile à combustible, comme je vous ai dit, il y a un peu moins de problèmes de recyclabilité qu'actuellement sur les batteries. Comme ça a été un petit peu
mais plus généralement, il y a de gros problèmes de recyclabilité de tout ce qu'on appelle les déchets des équipements électriques et électroniques, les D3E. Alors, le gros problème, qu'est-ce qui fait que c'est cher, le véhicule? Pourquoi la Mirai est aussi chère? C'est que tout simplement, je veux dire, déjà, dans votre voiture, il faut une batterie, mais il faut une pile à combustible. Et en plus de la pile à combustible, si on regarde toute la chaîne, quand vous partez de l'électricité verte jusqu'à l'électricité de la voiture, eh bien, il y a déjà l'électrolyse qui a un ratement de 60-70%. Vous allez devoir mettre sous pression, vous avez votre pile à combustible, vous avez les paires classiques du véhicule. En gros, là, on est plutôt à 22% sur cet exemple-là, mais on estime que vous avez un rendement global de la chaîne, je veux dire de la production électrique jusqu'au produit final, qui est de l'ordre de 25% pour l'instant maximum, avec des espoirs d'atteindre les 30, mais enfin, ça veut dire qu'on ne sera jamais à 90%. Alors, de l'autre côté, vous avez des gens qui vont vous dire le rendement de la chaîne batterie, c'est 90%. Bon, ça, c'est quand même un petit peu douteux parce que c'est vrai, sous réserve d'avoir l'électricité disponible, disponible instantanément. C'est faux si il faut mettre en place des systèmes de stockage. Donc, si en gros, on garde l'électricité nucléaire pas trop cher avec nos centrales, on aura de l'électricité disponible à peu près quand on veut. Si on part sur des systèmes où on tombe sur du massivement renouvelable, là, on va partir sur des systèmes de stockage et l'hydrogène va retrouver tout son sens puisque l'hydrogène va devenir un système de stockage. Puisque le gros problème du solaire et de l'éolien, c'est qu'ils ne produisent pas forcément quand vous en avez besoin. Donc, un rendement qui sera quand même meilleur. Malgré tout, il sera meilleur, mais 90% si vous avez l'électricité immédiatement disponible, et plutôt 50% si vous avez besoin d'une chaîne de stockage intermédiaire. Il ne change pas que ce qui reste un gros problème aussi, c'est le prix de l'hydrogène. Alors, le prix de l'hydrogène, il est autour de 2 euros, 2 dollars le kilo, pardon, 2 dollars le kilo. Mais si c'est de l'hydrogène gris, il faut savoir qu'actuellement, l'hydrogène vert, avec la chaîne que je vous ai montrée, c'est autour de 2,5 à 3 fois plus. Il ne faut pas oublier que l'hydrogène a un autre concurrent, qui est le véhicule gaz naturel. Alors gaz naturel ou gaz naturel liquéfié, voire même un concurrent vis-à-vis de lui-même, mais à ce moment-là, il redevient aussi intéressant. C'est un mélange 80% méthane, 20% hydrogène qu'on appelle l'ithane et qu'on peut utiliser comme substitut, je veux dire, naturel, avec un peu d'adaptation. Alors, l'hydrogène, pourquoi on en parle beaucoup en ce moment? Alors, je vous ai mis la rockstar des énergies. La citation n'est pas de moi, elle est du vice-président de la Commission européenne, elle date de cette année. Mais en France, on en a parlé déjà un petit peu avant, puisque c'est Nicolas Hulot qui a lancé son plan hydrogène. Plan hydrogène qui a été décliné après son départ du ministère, je veux dire, dans le cadre du plan pluriannuel de l'énergie, le PPE, qui veut créer des démonstrateurs power to hydrogène, donc les convertisseurs électricité-hydrogène, implanter des véhicules utilitaires légers, voire des transports lourds, avec une perspective assez proche qui, à mon avis, aura peut-être du mal à être tenue. Enfin, il y avait quand même un plan assez important. Alors, il est possible qu'il soit tenu finalement, puisque vous savez que depuis peu, on a commencé à en parler en juillet, vous avez un plan européen pour l'hydrogène décarboné, où la France et l'Allemagne se sont moteur, mais où la France a des objectifs même encore plus avancés que l'Allemagne, et qui veut monter fortement en hydrogène d'ici 2024-2030. Alors là, c'est pareil, ces objectifs sont un peu ambitieux. Attention, pour l'instant, ils sont basés que sur l'électrolyse. Au point de vue régional, il faut savoir que, bon, ce n'est pas forcément sur le site clermontois là que je parle, c'est plutôt dans la région Aura. L'essentiel des acteurs de la filière hydrogène sont dans notre région, ce qui est quand même un point important, dont on entend parler assez souvent, qui est McPhy, qui est dans la Drôme, dont l'actionnaire l'actionnaire principal actuellement est EDF, et qui est un fabricant d'électrolyseurs sous pression et qui commercialise aussi des stations hydrogène et qui est à peu près dans tous les projets actuels de démonstrateurs, je veux dire, liés à l'hydrogène en France. Alors, les verrous, c'est quoi? Vous l'avez compris, le premier verrou, c'est la production d'hydrogène. Et actuellement, tous les projets que vous allez voir à l'échelle du démonstrateur sont basés sur l'électrolyse de l'eau. Alors, il y a d'autres voies, il y en a certaines que je vais vous décrire à partir de ce qu'on fait au laboratoire. Bon, vous avez un verrou sur le stockage. Alors, stockage, actuellement, on est sur le pression, mais quelque chose qui est à la mode aussi, c'est d'injecter dans le réseau gaz. Et vous avez un projet, notamment le projet GRID, qui a été réalisé à Dunkerque, où en fait, on mélange l'hydrogène
au gaz naturel pour monter jusqu'à 20%, où on obtient un réseau stable, et ça permet d'avoir à la fois une utilisation pour la mobilité lourde, comme vous voyez des bus, mais aussi pour une utilisation pour un autre problème énergétique qu'on a en France, c'est d'ailleurs le plus important en pourcentage, c'est-à-dire celui du chauffage urbain. Alors vous avez deux démonstrateurs, hein, je vous ai mis là tous les deux, bon, sachant que le Jupiter 1000, la Fos-sur-Mer, il est un tout petit peu plus récent, et surtout, lui, pour l'instant, il travaille surtout sur le remploi du CO2. Alors, l'enseigne à Clermont, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'hydrogène? Bon, je vais vous présenter déjà ce qui se fait à Polytech. Il faut savoir qu'à Polytech, il y a une option énergie que j'ai montée en 2010 et qui tourne toujours cette année avec 31 étudiants, qui est une spécialisation de dernière année, et qu'en fait, dès 2010, on y a introduit l'hydrogène. Alors ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on l'avait introduit déjà des cours sur la pile à combustible, les batteries dont on a parlé, mais aussi, on va dire, des généralités sur la production d'hydrogène qui se font toujours dans un module transport, distribution et stockage d'électricité. Qu'on a aussi de l'hydrogène par voie biomasse, que ce soit par gazéification, pour la voie thermochimique, mais aussi par voie biologique, dont je vais vous reparler un tout petit peu, dans un module d'énergie renouvelable. Et quand même, malgré tout, bon, même si je les ai laissés en gris, on a une voie, on parle d'hydrogène par vaporéformage, on est obligé parce que c'est ce qui domine actuellement, et d'une voie un peu alternative, alors qui n'est pas très à la mode parce que ce n'est pas politically correct en ce moment d'en parler, mais c'est l'hydrogène par la voie nucléaire, soit par de l'électricité nucléaire, soit par des réacteurs de 4e génération, high temperature, qui, eux, produisent naturellement de l'hydrogène. Alors, bien sûr, ça, c'est renforcé dans le cadre de la polycompétence mobilité durable. On va rajouter quelques enseignements liés à l'hydrogène. Donc, la polycompétence, on vous a parlé Christophe Pasquier, mais aussi dans le cadre d'une formation internationale, puisque cette option va être adossée à une formation internationale qui a été soutenue par Cap 2027 dans le cadre de ce qu'on appelle le SFRI, c'est-à-dire la structuration des formations par la recherche et l'innovation. Donc, dans le cadre des investissements d'avenir. Donc sur un projet qui s'appelle CapGS et qui a obtenu pour 9 ans 12 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce qui se fait au niveau recherche? On y arrive pour finir. Bon, le laboratoire de recherche auquel j'appartiens, c'est l'Institut Pascal. C'est une unité mixte de recherche entre l'Université Clermont-Auvergne, le CNRS, Sigma Clermont. Nous avons aussi comme partenaire le CHU pour des aspects médicaux. Et bien sûr, nous avons un laboratoire partagé avec Michelin, Factolab. Nous appartenons depuis toujours, nous sommes membres du laboratoire d'excellence sur la mobilité durable et la mobilité du futur, IMOPS 3. Et bien sûr, nous sommes partie prenante dans l'ICIT Cap 2025. On regroupe en fait toutes les activités en sciences pour l'ingénieur du site clermontois. Alors, activité pour sciences pour l'ingénieur, attention, ça exclut l'informatique, qui est une technologie plutôt de la communication, de l'information et de la communication. Il y a 150 enseignants-chercheurs, entre 370 et 400 suivant les moments personnels. Nous avons beaucoup de doctorants, de CDD, mais le nombre est variable. Et nous sommes structurés selon 5 axes thématiques. Alors, de l'hydrogène, il peut y en avoir un petit peu à plusieurs endroits, mais le principal axe qui est impliqué, c'est l'axe génie des procédés énergétiques et biosystèmes, qui est représenté ici par l'aspect bioprocédés, où on essaye de faire de l'hydrogène vert à partir de biomasse. Alors, quelques exemples. Il y a plusieurs travaux, je ne pourrais pas tout vous présenter, mais une des stratégies que nous avons, bien sûr, c'est de travailler sur des biodéchets. Alors, je suis désolé, j'ai laissé le transparent en anglais, j'ai plus le temps de le retraduire, puis c'est un transparent recherche, il n'est pas destiné à l'enseignement. Donc, ce sont des déchets agroalimentaires, agricoles, qui peuvent devenir de plusieurs sources. Alors, bien sûr, le procédé historique sur lequel nous travaillons, c'est ce qu'on appelle la fermentation sombre. Il faut savoir que suivant le type de biomasse qu'on a, il va falloir la retraiter. Si ce sont des déchets alimentaires préfermentés, ça marche tout seul. Si c'est de la paille, si c'est du bois, au plus on va vers des biomasses résistantes, au plus il faudra faire du traitement. On travaille un petit peu là-dessus aussi, sur des traitements physiques ou biologiques. Mais moi, je vais vous parler surtout de la partie hydrogène, fermentation sombre, sachant que nous sommes sur une stratégie intégrée, c'est-à-dire que cette fermentation sombre, elle va faire de l'hydrogène. Mais comme toujours dans le biogaz, il faut bien faire quelque chose du carbone. Ce carbone, il peut partir sous forme de CO2. Nous travaillons sur des systèmes de valorisation de ce CO2 sous la forme de méthane, donc par un procédé qui est cette fois-ci de la méthanation. Et puis, on récupère aussi des digestats sous forme liquide.
principalement des acétates, des butyrates, des molécules en C2, C3, C4. Et nous travaillons aussi sur la valorisation matière, parce qu'on parle beaucoup de l'énergie, mais il y a quand même un autre aspect dont on parle beaucoup moins, c'est que si demain on devait se passer ce pétrole, il nous manquerait beaucoup de molécules pour faire les médicaments, pour faire les matériaux dont nous avons besoin aujourd'hui. Et que faire de l'énergie, c'est bien, mais il va aussi falloir remplacer autre chose que l'énergie. Et donc, nous avons une valorisation matière, alors, qui peut se faire sous forme de lipides, par voie microbienne, qui peut se faire par une récupération directe des molécules en C2, ou qui peut se faire par plein de possibilités. Bon, mais le tout, c'est d'avoir une approche intégrée de valorisation matière-énergie, incluant une part importante d'hydrogène. Donc ça, c'est la stratégie globale sur laquelle nous travaillons. Alors, la fermentation sombre, je vous ai mis des exemples ici. Hein, là, c'est avec de la paille. Hein, on travaille donc sur, c'était de la paille locale. La fermentation sombre, c'est une méthanisation où on s'arrête à l'hydrogène. Donc, on obtient un mélange H2CO2 plus des molécules en C2 qui, elles, restent en phase liquide. Alors, c'est une thématique ancienne au sein du laboratoire, qui a plus d'une dizaine d'années, sur laquelle on a développé une technologie innovante avec un procédé membranaire pour essayer d'améliorer les rendements, c'est ce qu'on appelle la technologie BAMIE, bioréacteur à membrane immergée externe, dont une est encore en cours, où là on travaille sur des couplages fermentation sombre méthanisation, en méthanisant cette partie ici AGV, c'est-à-dire qu'on est sur une approche 100% énergie. Hein. On récupère le biogaz riche en H2, puis après on fait du méthane. Le but étant d'améliorer les rendements de la méthanisation et notamment de la méthanisation agricole. Hein. C'est l'AMR Probim qui a commencé l'an dernier, qui va se poursuivre pendant 3 ans. Je vous ai mis ici un exemple de publi sur des déchets alimentaires préfermentés, où là on part de lactate principalement, c'est surtout les lactates lorsqu'on a de la nourriture déjà un petit peu fermentée. Donc ça, c'est quelque chose qui tourne, qui est reconnu internationalement. Hein. Nous avons des relations avec le Brésil, avec l'Inde. C'est une thématique qui a été lancée historiquement, pour ceux qui le connaissent, par Christian Laroche, hein, l'actuel directeur de Polytech. Bon. Alors, il y a d'autres aspects, parce qu'un aspect que je porte personnellement, c'est la partie méthanation biologique, c'est-à-dire qu'en gros, le CO2 qu'on produit au cours de cette étape de fermentation sombre, vous voir qui est produit au cours d'une étape de méthanisation, eh bien, on peut éventuellement le récupérer sous forme de méthane, c'est-à-dire que soit on arrive à faire de l'ithane, soit si on a un excès de H2, par exemple, un couplage avec des panneaux solaires, eh bien, on va pouvoir refaire du méthane qu'on va pouvoir soit utiliser directement, soit injecter dans le réseau. Sachant que vous allez me dire, ce méthane, en le brûlant, on fera du CO2, mais on est quand même neutre en carbone. Puis là, ce n'est pas forcément pour des applications mobilité. Alors bien sûr, première utilisation, c'est la valorisation du CO2 industriel, parce que malgré tout, les sources de production de CO2 ne vont pas disparaître. C'est aussi améliorer le rendement des méthaniseurs, c'est-à-dire récupérer le CO2 du biogaz pour faire que, au lieu d'avoir 70% de rendement en méthane sur un méthaniseur, on passe à 80%. Ça peut aussi être pour faire du stockage de H2 dans un réseau qui serait à 80% gaz si on a trop de H2, pour maintenir la proportion d'ithane. Alors là-dessus, par exemple, on a eu cette année 3 projets financés. Hein. Un, je veux dire, une bourse de TSC, du China Scholarship Council, sur des aspects modélisation. Un de l'Agence nationale de la recherche, hein, sur des aspects purement, je veux dire, amélioration du rendement des méthaniseurs. Et un troisième qui est plus tourné cette fois-ci sur la mobilité H2, mobilité GNV, dans le cadre du PAC Ambition Recherche de la région Aura, c'est-à-dire qu'une des thèses vient de commencer et d'ici, je veux dire, l'année qui vient, on aura 3 thèses qui vont tourner sur ce sujet-là, avec une installation pilote que vous voyez là, qui fait un volume de 2,5 litres, et on est encore sur les petites tailles. Alors ça, c'est l'ancienne qu'on a montée dans le cadre d'un projet ICIT il y a 2 ans, parce qu'on est parti sur un financement ICIT KVM5, et actuellement, vous voyez que ce financement, on va dire local, nous a permis d'émarger à des programmes régionaux, nationaux et internationaux. Alors, je ne vais pas en dire plus, parce que j'ai déjà été long, à mon avis. Ce que je voudrais que vous reteniez un petit peu de ma présentation, c'est que la filière hydrogène, bon, c'est une filière qui va pouvoir fonctionner à l'électromobilité. Je ne peux pas vous garantir qu'elle sera concurrentielle par rapport aux batteries, parce que pour l'instant, en termes de coût, ce qui compte finalement, c'est le coût, elle ne l'est pas, même si elle permet de décarboner quand même fortement la chaîne, mais c'est une filière qui peut être fortement intégrée. C'est-à-dire qu'en fait, elle va pouvoir permettre de faire du stockage d'électricité et surtout stabiliser les réseaux. Si on passe sur une production d'électricité fortement renouvelable, je veux dire, on va avoir une décorrélation entre les moments où on va avoir de la production qui peut être annexée et des moments où on va avoir des pics de consommation où on n'aura pas la production pour faire face. Donc on va avoir besoin de stockage à moyen terme
voire éventuellement à long terme. On va avoir besoin de stabiliser. Et ça, c'est un sujet sur lequel je ne suis pas spécialiste, mais il se trouve que via l'option énergie, j'ai un partenariat avec Enedis, j'ai aussi un partenariat avec GRDF, donc je suis un petit peu intéressé à ce sujet-là aussi sur les aspects recherche, puisque ce que l'on fait en termes de méthanation, c'est quand même lié à cet aspect aussi stabilisation, je veux dire, du réseau électrique. Bon, il faut voir que tout à l'heure, mon collègue vous a dit ce serait bien si on rechargeait les batteries en 5 minutes. Bon, il faut savoir que ça ne plaît pas du tout à Enedis, parce que si tout le monde se met à faire de la charge rapide avec des Tesla actuellement au même moment, ben, le réseau électrique ne peut pas encaisser ça. C'est-à-dire qu'on n'aura pas la capacité de répondre à un pic de consommation aussi fort. Et on l'aura d'autant moins, je veux dire, qu'on va baisser notre production de base, qui est notre production nucléaire, qui représente encore 75%. Donc l'hydrogène, le méthane ou un mélange des deux, puisque vous voyez qu'on peut les convertir assez rapidement, va permettre de donner une solution qui va permettre de pouvoir faire un tampon. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois, même s'il faut être clair, hein, c'est une solution coûteuse. C'est-à-dire que passer au renouvelable, ça va coûter cher si on veut avoir la même disponibilité électrique qu'on l'a aujourd'hui. Autre point, je vous ai dit, ça permet de capter le CO2 qui ne va pas disparaître instantanément, on ne va pas décarboner totalement notre industrie. Et donc, c'est quelque chose qui va aussi permettre, par des solutions de type ITAN, parce qu'on ne va pas, à cause de l'inflammabilité, faire des réseaux de H2 et alimenter des maisons à H2, ça c'est clair. Mettre des piles à combustible dans toutes les maisons, c'est pareil, c'est un peu trop coûteux. Par contre, avoir des solutions qui vont permettre, comme c'est le cas d'ailleurs dans le démonstrateur grid, de répondre à une demande qui est à la fois d'électromobilité, mais également à une demande en termes de chauffage, habitat et demande de l'énergie pour la thermique du bâtiment en général. Bien entendu, pour que ça marche, on y travaille, hein, on veut diversifier les voies de production et surtout baisser les coûts. Mais la grosse difficulté qu'il y a là-dessus, hein, c'est que, bien entendu, je ne vous dis pas que la solution qu'on propose, on ne va pas produire tout l'hydrogène du monde par fermentation sombre, c'est clair, ça répondra un peu à la demande. Mais comme on l'a dit précédemment, il n'y a pas de solution universelle à ces problèmes. C'est-à-dire qu'il va falloir créer un mix, et éventuellement un mix hydrogène avec un mélange de solaire, d'éolien et de biomasse par plusieurs voies, qui répondre aux besoins en énergie et répondre à la demande en temps réel. Ce qui reste quand même un challenge pour l'avenir. À l'avenir de la mobilité, mais l'avenir, on va dire, du fonctionnement de société en général. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des informations? J'avais effectivement une question, notamment sur le vecteur stockage. Je pense que ça, c'est quand même un point intéressant et important que peut apporter l'hydrogène. Mais quand tu réalises l'opération dans un sens et que tu reviens on va dire pour aller reproduire de l'énergie électrique, t'en perds beaucoup au passage. Est-ce que voilà, le rendement, quand tu fais l'aller-retour entre j'ai de l'électricité, je génère de l'hydrogène, je stocke, et après je régénère de l'électricité. C'est bien ça qui fait le mauvais rendement, on va dire, de la chaîne pour le véhicule, puisque si on est à 25%, alors que sur l'autre, j'ai mis supérieur à 50%, c'est parce qu'il y a le facteur 2 de la pile à combustible. Alors, les rendements des électrolyseurs se sont bien améliorés. Les piles à combustible, il y a de meilleurs rendements que 50%. C'est quand même surtout sur les technologies haute température et pas forcément toutes matures. Donc, les technologies actuelles, on est plutôt à 50%. Il y a des... alors, c'est pareil, j'ai été un peu méchant sur le rendement de 50% parce qu'il y a des gens sur la pile à combustible. C'est quoi les 50 autres pourcents? En fait, c'est de la chaleur. On va être clair, c'est de la chaleur. Cette chaleur, si on a quelque chose qui permet de la récupérer, on peut éventuellement avoir un rendement qui est meilleur. Mais bon, on retombe sur de la cogénération, c'est-à-dire que ce n'est pas un rendement mobilité stricte. Ce n'est pas un rendement mobilité stricte. Voilà. Donc, il peut y avoir une amélioration du rendement en réutilisant la chaleur, mais comme c'est fait aussi en méthanisation, hein, parce que les méthaniseurs, je veux dire, une partie du gaz, actuellement, on le valorise en chaleur, on ne le remet pas dans le réseau en France, hein, je dis bien, c'est en cours de développement, les injections, mais beaucoup de gens utilisent le gaz pour faire de la chaleur ou faire de l'électricité. Mais quand on fait l'électricité, c'est pareil, on refait de la chaleur. Donc, d'une certaine façon, on essaye de récupérer au maximum les énergies. Je crois qu'il y a une question, je pense. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a écrit. Oui, bonjour, je suis Sybille Masuel, je suis directrice des projets mobilité durable à la
Clermont-Auvergne Métropole. C'était juste, alors on est bien conscient hein, en tant qu'institution enfin, une collectivité sur le territoire du fait qu'on n'est pas tout à fait mûr hein, sur ce type en tout cas sur la production d'hydrogène. Cependant, c'était juste pour porter à votre connaissance que Clermont-Auvergne Métropole, mais auprès d'autres partenaires que sont par exemple Engie, Michelin, on est acteur du projet Zero Emission Valley là, qui est piloté par la région Auvergne et qu'à ce titre, donc, depuis septembre 2019, il y a une station hydrogène, une station hydrogène publique qui est ouverte aux Gravenches parce que en tant que pilote, en fait, on est promoteur et on prospecte pour trouver des pionniers qui pourraient acquérir en fait des véhicules. Et aujourd'hui, on a une dizaine de véhicules. Alors, pas forcément Full HD, hein, parce que, pas forcément Full H2, parce qu'il y a principalement des Kangoo, mais on a également des Nexo qui circulent sur le territoire. Voilà, c'était juste pour partager avec vous cette info. Oui, alors j'étais au courant pour la station H2. Après, bon, moi j'ai présenté surtout un peu l'aspect labo, mais on a BioValo qui est une start-up, je veux dire, qui émane un peu de chez nous, puisque c'est Pierre Fontagny aussi qui est un maître de conférence de Polytech et qui est aussi dans l'équipe de recherche. Il y a aussi pas mal de contacts, je veux dire, avec la métropole, notamment pour des financements de thèses et autres, alors plus sur des sujets hydrogène aussi, sachant qu'il y a une thèse qui devrait démarrer, si tout va bien, l'année prochaine aussi, sur un sujet plus hydrogène, mais un aspect plus bio, mais oui. C'est ça, oui, parce qu'effectivement, enfin, l'ambition, en fait, même de Zero Emission Valley, c'est ce que vous dites, c'est d'avoir de l'âge de verre. C'est ça. Toute la filière soit décarbonée de A à Z. Voilà. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà. C'est extrêmement compliqué, sachant que tout ce qui est fermentation sombre, c'est connu depuis longtemps, mais c'est beaucoup moins finalement rentable pour l'instant que de la méthanisation. Où la méthanisation, il y avait quand même un tarif de rachat électrique, puis il va y avoir un tarif d'injection. L'hydrogène, pour l'instant, ça reste quand même très... on va dire alors c'est très à la mode quand on écoute, je veux dire, nos ministres actuels, surtout cette année, et même la Commission européenne depuis peu. Mais pour l'instant, je veux dire, alors il y a des investissements promis. Pour l'instant, quand même, dans le cadre du plan Mulot, c'était quand même beaucoup d'aide justement pour les collectivités. Hein. Ce n'était pas forcément pour la recherche. Alors, il se trouve que la recherche, finalement, on arrive quand même à se faire financer par d'autres voies, comme vous l'avez vu. Mais c'est pareil. Bon, cette année, on a passé 3 projets. Les 3 projets, alors, pas le projet chinois, mais si le projet chinois, c'est la 2e année. Les autres, il a quand même fallu 3 ans pour les faire passer. Et bizarrement, bon, c'est toujours pareil. Il y a des modes qui font qu'à un moment, on n'est pas forcément à la mode, et puis on se retrouve à la mode, donc c'est très bien. Bon, c'est très bon pour nous. Et pour l'hydrogène, comme je vous l'ai dit, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'au laboratoire, ça a été lancé. Ça fait plus d'une dizaine d'années que c'est enseigné. Et puis, finalement, il y a eu quelques financements par-ci, par-là, puis après, il n'y en a plus. Et puis là, on est dans une période où ça revient, en espérant que ça dure et que ça décolle pour de bon. Tout à fait. Merci.